Ils étaient les maîtres des Andes, les maîtres des côtes pacifiques, les maîtres de la première superpuissance d'Amérique. Leur nom est resté dans l'histoire. Ce sont les Incas. Depuis Cusco, leur capitale, située dans les montagnes du sud du Pérou, ils ont conquis en à peine plus de 100 ans, entre le 15e et le 16e siècle, un territoire démesuré qui s'étendait de l'Équateur jusqu'au Chili. À son apogée, cet empire, le plus grand qui ait jamais existé dans cette région du monde, comptait au moins 10 millions d'habitants. Cette civilisation magistrale n'aurait pourtant jamais eu d'écriture. Son histoire nous a donc été rapportée par ses ennemis, les conquistadors espagnols. Après avoir brutalement défait l'Empire Inca en 1532, les Espagnols ont rédigé des rapports richement illustrés appelés chroniques. Par la suite, au XIXe et XXe siècle, cette documentation, la seule source historique existante, a servi de référence à toutes les recherches archéologiques menées sur les Incas. Mais depuis une quinzaine d'années, grâce notamment aux progrès techniques, de récentes découvertes viennent bousculer en profondeur certains postulats hérités de ces récits. Une nouvelle histoire de l'Empire Inca se fait jour, révélant des aspects inconnus ou mal compris de cette civilisation devenue légendaire. Wow. Es increíble, ¿no? Sí. We always say that the Inca civilization was the only one that existed without writing, but you know what? Maybe we're gonna have to change that. Many people think Spanish arrived and the Inca Empire fell that day. However, we now know that after the Spanish arrival, they retreated into a remote area of the Andes and continued resisting Spanish rule. Les Incas ont aussi résisté de manière symbolique, notamment en pratiquant de grandes cérémonies d'abandon. Ce sont des événements vraiment spectaculaires. Et pourtant, on n'en trouve aucune mention dans les récits des conquistadors. Mais grâce à nos enquêtes, on arrive peu à peu à réécrire une version plus complète, et on l'espère plus juste, de l'histoire des Incas. Wow, this landscape is incredible. Scary, but incredible. Cet anthropologue est attendu à Tupicocha, un village situé dans l'une des vallées les plus reculées du Pérou. I've never been to this village. As you can see, it's very difficult to get to. This landscape is gorgeous, but it's rugged. It's kept this village isolated, and so it has traditions that in many ways are unaffected by the modern world.
Tupicocha est une étape importante pour les travaux de Sabine Island. Depuis 10 ans, cette scientifique s'interroge sur une théorie enseignée dans tous nos livres d'histoire. Les Incas seraient la seule civilisation majeure à ne pas avoir possédé d'écriture. Mais alors, dans ce cas, comment aurait-il pu administrer un empire aussi immense, le plus vaste et le plus riche qui ait jamais existé en Amérique? C'est ce que Sabine Island cherche à comprendre. Car un élément l'interpelle. Ces Incas, qui n'auraient pas maîtrisé l'écriture, auraient en revanche inventé un système capable d'enregistrer des données, des chiffres, à l'intérieur de ces objets très singuliers et très complexes, composés de cordelettes et de nœuds qui portent le nom de quipu. Il en existe encore quelques centaines à travers les Andes. Ceux de Tupicocha sont conservés précieusement par les représentants des plus anciennes lignées de la communauté. Sabine Island a obtenu l'autorisation de les examiner. Les quiero agradecer a todos de ustedes por estar aquí con sus equipos. Yo soy antropóloga y profesor de antropología en una universidad en el Reino Unido. Es como un sueño estar aquí. A Tupicocha les agradezco muchísimo. Gracias. Yo soy el presidente de la comunidad, mi nombre es Julián Jaime Medina Albert. Y qué bien que el día de hoy ustedes vienen para ver nuestro quizás símbolo que tenemos ancestral de los quipus. Oh, this one looks perfect. Quipus are unique. The word quipu is one of the Quechua words for knot or for numbers. And this is the ancient Inca way of representing numbers. So this is what we call a long knot, and it has 3 twists right here. That means that represents 3. This is in the tens place, and it's a single knot representing 1. And this is a single knot in the hundreds place. So this cord is 113. This means probably that this represents the obligation that somebody had. They had to do 113 of something. And what could it be? It could be how many loads of grain, how many loads of potato they had to give, to community fiestas. Or it could be how many jars of beer they had to donate to the festival. I'm actually writing an article, so ¿puedo? Muchas gracias, señor. Depuis le milieu du XXe siècle, tous les quipus étudiés par les archéologues, plus de 1000 au total, partagent les mêmes caractéristiques. Ils ont été créés pour enregistrer des données numériques. Mais un jour, en 2017, Sabine Island a pris connaissance de l'existence de quipus tout à fait différents. I got a call from a woman who lived in this small village, San Juan de Collata, and she asked me to come look at their quipus. So of course I came. We have to go over this mountain and then we'll arrive at Collata. What a road. It helps to be an adrenaline junkie to do this kind of work. Sabine Island se rend à nouveau dans ce village reculé pour terminer son analyse. I'm really excited to see this quipu again. The last time I tried to come here, we had to turn back
because the roads, there was a little bit of rain and the roads became too dangerous. Like you can see, it's really hard to get to this place. We hope we're going to be able to get through today. Well, there it is. There's Coyata. Wow. It's so good to see it after years. En accueillant à nouveau Sabine Island pour ses recherches, les habitants de San Juan de Coyata lui font une grande faveur. Car leurs quipus hérités de l'époque inca sont censés ne jamais quitter leur coffre-fort. Ils sont considérés comme sacrés, à la fois trésor et mémoire de la communauté, sans pour autant que les villageois sachent les décrypter. Si. Perfecto. Sabine ne peut donc les étudier qu'en présence du chef de la communauté. Wow. Wow. Es increíble, ¿no? Lorsqu'elle l'a vu la première fois, Sabine Island a compris que ce quipu était tout à fait différent de ce qu'elle avait étudié jusqu'à présent. First of all, there are no knots. But more than that, the chords themselves are incredibly complicated. When I looked at the quipu, I looked at it with two herders from the community, and they identified the fibers of each cord as being from different animals. So this beautiful kind of buff color, this is from a vicuña, okay? This blue here, this is dyed llama. There's also in here this kind of burnished red. This is from deer. Altogether, there are 6 different animals represented in the cords. So I realized that I was looking at a quipu with a complexity far beyond anything I had seen before. And so I thought, what are they? That's really mysterious. En approfondissant ses recherches, Sabine Island découvre alors le témoignage d'un missionnaire du XVIe siècle qui prétend avoir vu des quipus utilisés pour encoder non des chiffres, mais des syllabes, des mots. Des quipus qui auraient donc servi à écrire, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à présent. I thought, oh my gosh, could this be a syllabic quipu? Wow. And so I thought, well, if it's syllabic, if it's phonetic, that holds out the promise that we could read it someday. Si ce quipu représentait bien une écriture codée, comment parvenir à la déchiffrer? Sabine Island s'est alors inspirée du grand maître du déchiffrement. My great hero, of course, is Champollion, who deciphered the Egyptian glyphs. And what Champollion taught us is that the first thing you do is try to figure out what kind of information is where, right? So he looked in the cartouches and he said, the pharaoh's name is here. Well, for various reasons that are too complicated to go into, I thought, well, maybe the name of the person who sent this is in this. Now, when I looked at this quipu, if you'll notice, there are these markers along the top, and the herders from the village told me this is the insignia of one of the major lineage in the village. So I thought, well, what is the major lineage in the village? It's Ayuka. Pour Sabine Island, c'est une révélation. Ce nom, Ayuka, est peut-être la clé pour entrer dans le déchiffrement de ce quipu.
Mais avant d'aller plus loin, elle doit recouper ces informations. Elle se tourne alors vers les archives générales de Séville, en Espagne. Des registres de recensement de population, rédigés par les colons espagnols au Pérou, y sont conservés. À la page correspondante à San Juan de Coyata, une lignée Ayuca est bien mentionnée. Sabine Island sent qu'elle tient peut-être sa pierre de Rosette. Elle se lance alors dans le déchiffrement. So, okay, we say the name of the lineage is probably the last 3 chords, like a signature. We have a dark brown Wanako fiber, A, U, which is this mottled white and brown, and then Ka, which is the blue Yama fiber. If we try to match these sounds with the ending chords on the other quipu, do we come up with a decipherment that means anything? Un deuxième quipu est conservé à Coyata. Il est en plus mauvais état. Mais par chance, les cordelettes de fin n'ont pas été abîmées et peuvent donc être étudiées. So the ending chords are over here. We have dark brown, which is A, blue, which is Ka, and then we have this golden brown. This color in Quechua is called par, Yaka par. Pour que la méthode de déchiffrement imaginée par Sabine Island se vérifie, il faut que ce mot accapare corresponde à un nom. Elle se plonge à nouveau dans le registre, dans l'espoir de le trouver inscrit lui aussi. Effectivement, il y est bien fait mention d'une lignée accapare, présente elle aussi dans la région de Coyata. When I first started to think that this could work, and when I came up with this decipherment, I was almost afraid. I was like, oh my gosh, no, that can't be. How could that be? But this is what the data is telling us. Comme Sabine Island l'avait présumé, chaque cordelette semble coder une syllabe. Et ces syllabes, une fois assemblées, formeraient des mots, des phrases, un texte. Selon un système tridimensionnel fondamentalement différent d'un alphabet classique. Pour asseoir cette théorie révolutionnaire, pour prouver que les Incas possédaient bien une écriture, Sabine Island a besoin de plus de données. So this is really exciting to be able to do a preliminary decipherment of these syllables. So one of my goals is to try to find more quipus that look like this and that has these features, because that would make the decipherment so much better. This is going to revolutionize our understanding of the Inca Empire, because if we can find quipus like this that date to the Inca Empire, if we can decipher them, then we're going to be able to hear the Incas' own words about their histories instead of that of the conquerors. And I'm willing to travel the world to find them. This is really the holy grail that I'm after. Si Sabine Island parvient à déchiffrer ces quipus dans leur intégralité, ses travaux marqueront une véritable révolution et pourraient profondément modifier la compréhension du monde inca. Car ce qu'elle lira dans ces cordelettes permettra peut-être de questionner certains paradigmes, notamment la façon dont les Incas ont conquis un territoire aussi immense. L'histoire rapportée par les Espagnols nous raconte qu'en 1438, l'empereur Pachacutec, le 9e de la dynastie Inca,
part, depuis Cusco, sa capitale, à l'assaut des Andes. Ses successeurs vont ensuite poursuivre cette irrésistible expansion. En à peine un siècle, les Incas conquièrent plus d'une centaine de peuples, de façon impitoyable, comme le relatent les chroniques. Les Incas firent placer les têtes des chefs sur des pointes de lance. Puis, ils ordonnèrent que l'on confectionne des tambours avec la peau de leur ventre. L'empereur, lui, donna l'ordre que les femmes enceintes soient ouvertes, vivantes. Et cela fut fait. Dans leurs textes, les Espagnols ne retiennent que la violence et la cruauté de l'armée inca. Et leur vision des choses est restée jusqu'à récemment communément admise. Mais depuis les années 2000, les archéologues qui fouillent au lac Titicaca révèlent un aspect totalement méconnu de la conquête des Andes par les Incas. Son existence même semble presque irréelle. Ce lac, vaste comme une mer, est posé à une altitude que l'on croit réservée aux sommets enneigés. Ce gigantesque miroir, situé à plus de 1000 km de Cusco, occupe une place cruciale dans la mythologie inca. C'est là, dans cette région si lointaine, que le dieu Viracocha aurait fait naître le soleil, ainsi que son épouse la lune. Ainsi, au XVe siècle, lorsque l'empereur Pachacútec, qui se considérait comme le propre fils du soleil, part à la conquête des Andes, ce lac est pour lui une priorité absolue, car c'est le lieu où le couple fondateur de sa dynastie aurait vu le jour. À leur arrivée, les Incas auraient signé ici une éclatante victoire. Mais comment seraient-ils parvenus à imposer durablement leur autorité sur cette région si isolée? N'y aurait-il pas d'autre facteur que la seule suprématie guerrière? C'est ce que tente de découvrir l'archéologue belge Christophe Delard. Depuis 10 ans, il dirige un vaste programme de recherche au fond du lac. Avec des plongeurs belges, boliviens et péruviens, chaque année, pendant 8 semaines, il fouille sous l'eau. Les gars, dernière journée de fouille. Aujourd'hui, ce qu'il faut terminer, c'est la fouille jusqu'à l'US 3. Je vais noter jusqu'à l'US 3. L'autre sondage, alors Michael, hein, tu me rappelles, on était ici. Oui. Là, on a quelque chose. Rocío, hay que trabajar en esta zona. Oui, ok. Et también ese. Ok, vu qu'on est vraiment court, on va essayer de commencer avant 11h et il faut pas traîner sur les rotations. Si vous avez vraiment froid, remontez à 55 minutes, c'est pas grave, il faut pas faire 1 heure quoi. Ok. On s'équipe maintenant alors. Ok, on s'équipe maintenant. J'espère qu'Elvira arrive et on décolle. Elle est là? Ben alors, mise à l'eau dans 15 minutes à mon avis. Si Christophe Delard a pris la décision de fouiller non pas sur les rives, mais au fond de l'eau, c'est parce que le niveau du lac a monté d'au moins 15 mètres depuis le XVe siècle. Des vestiges datant de l'arrivée des armées incas dans cette région ont donc pu être engloutis. À près de 4000 mètres d'altitude, cette plongée va mettre les corps des archéologues à rude épreuve. À tout à l'heure. Attends, Arnaud. Car la température de l'eau atteint à peine 6 degrés. Arnaud, 10h42. Et descendre à 12 mètres à cette altitude équivaut à une plongée de 20 mètres au niveau de la mer. Au fond du lac, il y a quelques années,
les archéologues ont fait une découverte exceptionnelle qui a permis à Christophe Delard de comprendre que l'expansion inca, notamment ici au lac Titicaca, avait une dimension bien plus complexe que la simple conquête militaire. Ce jour-là, au bout de quelques minutes de plongée, un archéologue détecte une forme étrange. Au pied du récif, c'est là où il y avait beaucoup de végétation. Et en fait, il y avait ce coffret en pierre posé là, tout simplement. Ça n'avait pas bougé en 500 ans. Il n'a pas pu attendre la fin de sa plongée. Il est remonté, il a dit « Ok Christophe, je pense qu'on a quelque chose ». Donc moi, je voulais avoir le cœur net. Il fallait que j'aille sous l'eau pour être sûr que c'était pas un caillou avec une trace ronde. Directement, j'ai eu la confirmation. J'ai tout de suite reconnu ce coffret en pierre. Et donc pour être sûr que pendant la remontée de l'objet, elle ne s'ouvre pas, en fait j'ai pris mes bandages et j'ai scellé, voilà, comme un patient, hein, le couvercle sur l'ensemble. Et en fait, quand on est remonté sur le bateau, tout le monde attendait. C'est pas mal, tiens. Et c'est d'ailleurs une des rares fois où tout le monde a applaudi, ce qui n'arrive jamais parce que c'est le quotidien des archéologues. Mais sur ce coup-là, il y avait vraiment une charge émotionnelle assez forte. Une fois à terre, l'équipe de scientifiques continue à immortaliser cette découverte d'exception. Leurs images permettent de partager ce moment si rare en archéologie. Christophe Delard en est alors certain, il s'agit d'un coffret inca. Son style est caractéristique. Mais que pourrait-il contenir? Il demande alors l'autorisation de monter un laboratoire de campagne dans la salle communale pour tenter de l'ouvrir. A nosotros no. ¿Ya vamos? Sí, Pau. ¿Escuchas? Eso perfecto. Casi. Tengo. Giorgio Photo. Si. Aïe, c'est problématique. Au premier coup d'œil, dès qu'on l'ouvre, en fait, ce qu'on voit, on voit rien. C'est très simple, c'était recouvert de sédiments, c'était rempli de sédiments. Et donc, en fait, on a fait un décapage archéologique, on a fouillé en surface, donc cette cavité à l'intérieur du coffret en pierre, centimètre par centimètre. Et juste à la fin, donc vraiment sur les 2 derniers centimètres de sédiments, donc tout d'un coup, on avait un petit truc qui brillait. Donc on l'a dégagé progressivement. Et en fait, en dégageant vraiment toute cette cavité, on s'est rendu compte qu'au fond, il y avait une petite feuille d'or enroulée sur elle-même, juste à côté d'une petite figurine miniature en spondylus, donc avec une couleur orangée. C'était vraiment un moment incroyable. Neuf ans plus tard, ces miniatures sont toujours conservées au même endroit. Permiso, permiso. Permiso, buenos días. Hermano del Comité Cívico, mil disculpas por llegar un poquito atrasado. Ces objets pourraient-ils permettre de mieux comprendre ce qu'il s'est réellement passé lors de l'arrivée des Incas dans cette région, il y a 600 ans? Buenos días. C'est en tout cas ce que pressent Christophe Delard. Les villageois, eux, vouent aujourd'hui à ces miniatures un véritable culte.
Ceci, en réalité, est un petit bracelet miniature avec une perforation. Ce sont les bracelets que les nobles Incas possédaient. Et ceci, c'est une figurine de Camélidée, mais qui est associée en réalité à la figurine féminine. Alors c'est très intéressant parce qu'en somme, par rapport à cette offrande, peu importe la substitution de l'objet, on a en réalité un couple, une dualité, homme, femme. Et peut-être justement, on peut aller un peu plus loin. On a d'une certaine manière le couple primordial Inca, vraiment le couple d'origine, non, de la dynastie, et qui peut être associé bien sûr à la fois avec le soleil et la lune. Esto es una prueba de lo que se puede considerar como una ofrenda al agua para los incas, por lo tanto podemos ver que ha habido una sacralidad al lago Titicaca. Ce serait pour pouvoir immerger ces offrandes de grande valeur que les Incas auraient façonné cet écrin en pierre. Vous voyez le coffret déjà, c'est très bien élaboré. Ça a été creusé dans l'andésite, c'est une pierre volcanique. Il y a deux choses intéressantes, deux perforations. Il faut vraiment imaginer qu'à la période Inca, il y avait des cordes et que sans doute c'était une offrande faite depuis un bateau. Il faut vraiment imaginer une cérémonie où ce coffret est déposé très doucement dans le fond du lac. Ce coffret sacré n'a donc pas été jeté au hasard dans le lac, mais placé volontairement, avec précaution, dans un endroit choisi. Et d'après Christophe Delard, ce n'est pas un cas isolé. Récemment, en approfondissant ses recherches, il a découvert qu'une trentaine de coffrets similaires, contenant des miniatures, avaient été retrouvés dans le lac au cours des 50 dernières années. Toutes ont, semble-t-il, été posées elles aussi avec minutie, à proximité de récifs ou de rochers immergés, considérés comme sacrés. Mais pour quelle raison ? Pourquoi les armées de l'empereur Pachacútec auraient-elles pris la peine de pratiquer de tels rites si élaborés aux quatre coins du lac ? Comment l'expliquer ? Que cherchaient les Incas en agissant ainsi ? Une fois encore, la réponse à ces questions se trouve peut-être au fond du lac. Arrivée du plongeur. C'est mon cher Arnaud. Je te laisse dans l'eau pendant 2 minutes. Pardon ? Je te laisse dans l'eau 2 minutes. Ça va. T'es sur le niveau 2 ou 3? C'est toujours l'interface de l'US 3. Il y a un ossement de la main. Ouais. Une acéramique. Une vertèbre de la main. Et ça, c'est de la céramique Tiwanaku. Donc, Tiwanaku, normalement, il y a une iconographie. Et vu que l'iconographie est post-cuisson, ça s'érode. Alors que la céramique Inca, souvent, c'est pré-cuisson. Donc, elle se fige beaucoup plus. Ok. Je vais le mettre avec le reste. Ces dernières années, les plongeurs ont retrouvé de nombreux objets comme celui-ci qui appartenait au peuple qui vivait ici, au bord du lac, avant sa conquête par les Incas, notamment les Tiwanaku. Et ce qui est frappant, c'est que tous, sans exception, sont aussi des offrandes sacrées, comme ces encensoirs à têtes zoomorphes, ou ce médaillon gravé en or. Bien avant les Incas, les peuples du lac immergeaient donc déjà des objets de culte au fond de l'eau.
ce qui signifie que les Incas n'auraient pas introduit ces pratiques rituelles. En réalité, ils les auraient récupérées à leur arrivée et les auraient même renforcées en multipliant les cérémonies d'offrande au lac. Car ces croyances étaient un rouage essentiel dans le plan des Incas. Pour conquérir le Titicaca, les armées de l'empereur Pachacútec ont combattu, et le sang a coulé, comme l'affirment les chroniques. Mais ce que nous révèlent ces fouilles, et que l'on ignorait jusqu'à présent, c'est que les Incas ont en même temps adopté une autre méthode plus subtile. Ils auraient contrôlé, utilisé les croyances locales pour mieux soumettre les populations et asseoir durablement leur autorité sur la région. C'est en tout cas ce que peut en conclure aujourd'hui Christophe Delard. On peut vraiment parler d'une stratégie à la fois politique et religieuse. C'est ça qui a fait vraiment le succès de leur expansion, c'est qu'ils n'ont pas forcé les populations à changer de dieu, voire de coutume. Ils ont pris les dieux, ils ont mis dans leur panthéon, entre guillemets. Et donc ils vont progressivement se réapproprier des espaces sacrés beaucoup plus anciens. En particulier le lac, c'était une des zones les plus anciennes, c'est vraiment emblématique. Et en ce sens, ils ont pu réellement conquérir le cœur de toutes les populations andines. C'est donc par une stratégie d'appropriation culturelle et en investissant des lieux déjà sacrés que les Incas seraient parvenus à inféoder les régions périphériques autour de leur capitale Cusco. Cette politique d'absorption illustre le grand projet de l'empereur Pachacútec. Créer un monde idéal, intégrant toutes les populations conquises et les lieux les plus sacrés des Andes. Une idéologie qu'il a souhaité inscrire dans la pierre. C'est ce que de nouvelles recherches viennent de révéler au Machu Picchu. Au cœur de ce paysage dantesque, elle semble avoir été ciselée dans la montagne. Les conquistadors ne sont jamais arrivés jusqu'ici. Ils n'ont donc rien écrit à son propos. À quoi servait cette fascinante cité ? Depuis sa découverte en 1911, elle est souvent présentée comme une sorte de palais de villégiature qui aurait pu accueillir quelques 750 personnes. Pachacútec l'aurait construite au milieu du XVe siècle pour y passer quelques semaines par an, à l'écart de sa capitale Cusco, de la vie à la cour et de ses intrigues. Mais aujourd'hui, deux chercheuses vont beaucoup plus loin. D'après elles, l'empereur Pachacútec aurait fait de cette cité le manifeste de son idéologie civilisatrice. Cette conviction est le fruit d'une longue enquête menée par l'archéologue péruvienne Lucy Salazar. Depuis le début de sa carrière, elle tente de percer les secrets du Machu Picchu. Il y a quelques années, elle a étudié ces céramiques, issues de sépultures incas, découvertes au Machu Picchu au début du XXe siècle.
Aquí tenemos los artefactos, las vasijas que han sido usados al día a día por la personal que vivía en Machu Picchu. Entonces, por ejemplo, a la hora de servir, y cada uno se servía en estos pequeños platos. En examinant l'ensemble de ces ustensiles, Lucy Salazar s'est rendu compte qu'ils étaient tous de facture très modeste. Elle en a alors déduit que les individus inhumés avec ces objets étaient probablement des gens du peuple, affectés au service de l'empereur Pachacútec. Tiene gran estatus. Ellos están trabajando en diferentes actividades que tenían que hacer en Machu Picchu, como cultivar maíz en las terrazas pequeñas, flores, tubérculos, y después también están trabajando metales, están trabajando tejidos. Eran trabajadores para mantener la hacienda real durante todo el año. Humildes, ¿no? Humildes. Pour en savoir plus sur ces domestiques, Lucy Salazar s'est alors intéressée à leurs squelettes. 174 au total, retrouvés dans ces sépultures et conservés dans ces caisses. Elle les a minutieusement étudiés un par un. Está en buenas condiciones. Elle pressentait que ces ossements pouvaient receler de précieux indices pour mieux comprendre ce que représentait Machu Picchu à la période Inca. Acá tenemos el cráneo. Es un individuo femenino, o sea, está deformado el cráneo, como ustedes ven. O sea, que al nacer ponen una tabla y lo ponen una faja para deformarle de esa manera. Tú puedes ver evidencia acá de esta faja, porque eso ha permanecido hasta que ha tenido cierta edad, hasta 7 años, vamos a decir, que le causa esa opresión, ¿no? Lucy Salazar estime que cette déformation était probablement un marqueur culturel, ethnique. Mais ce marqueur ne correspond pas aux populations qui vivaient dans la vallée autour de Machu Picchu à la période Inca. Dès lors, d'où provenait cette femme et les 173 autres domestiques retrouvés dans ces sépultures? Étaient-ils issus de régions plus éloignées? Et si oui, lesquelles? L'américaine Bethany Turner lui a proposé son aide pour tenter de répondre à ces questions. Elle est experte en bioarchéologie, une nouvelle discipline à la frontière entre la biologie, l'archéologie et la médecine. Elle pense pouvoir déterminer l'origine géographique de chacun des squelettes du Machu Picchu grâce à l'analyse de leurs dents. This individual appears to be very fragmentary, and aspects of their bones have been deteriorated. But that's not a problem for me, because when I look at, say, these teeth, I see a treasure trove. And that is because I study ratios of different isotopes. Les isotopes sont des variants d'un même élément chimique, comme par exemple le carbone. Ils sont présents dans tout ce qui nous entoure. Dans l'eau, dans les végétaux, dans les animaux et aussi dans notre corps. Lorsque nous ingérons des aliments, les isotopes qu'ils contiennent s'incorporent dans nos tissus qui en gardent une trace. Mais ces isotopes ne sont pas tous présents partout de la même manière. Leurs proportions varient sensiblement d'une région à une autre. Sur les bords du Pacifique, par exemple, la signature isotopique est différente de celle des hauts plateaux des Andes ou de celle des régions tropicales.
Par conséquent, en identifiant la signature isotopique inscrite dans ces ossements, Bethany Turner peut en déduire la région dans laquelle chacun de ces individus est né. When we look at, say, tooth enamel, at tooth dentin, these are representing the ratios that are metabolized into those tooth crowns during the first years of an individual's life. So the information in this tooth tells me where they were living during the first 3 years of their life. So I compared enamel and dentin from 2 or 3 teeth for each individual. And what that helped me see was that the people at Machu Picchu were born all over the empire. None of them were from the exact same place. They didn't appear to have been moved to Machu Picchu as big groups of people from the same place. Instead, they all seemed to be drawn from different regions of the empire and brought to Machu Picchu to serve the emperor. D'après les signatures isotopiques, ces domestiques étaient issus notamment des hauts plateaux des Andes, de la côte nord du Chili ou encore d'Équateur. En somme, de chacune des régions que les Incas avaient absorbées. En agissant ainsi, en faisant venir à Machu Picchu ces domestiques de toutes les provinces, l'empereur faisait de cette citadelle un microcosme. Une métaphore en réduction de son empire multiethnique. Wow. I've been here probably 7 or 8 times, but every time it's like the first time. When we think about this landscape, not just the beauty of the site, but the sacred nature of the landscape, that we have terraces wrapping around the site, that we have a river that wraps around the site. The site is surrounded by mountains, by huacas, which are sacred stones. It really represents an ideal of Inca cosmology. Symbole du prestige de l'Empire, cette cité se devait d'être moderne, parfaite. Une sorte d'œuvre d'art totale. Ces terrasses ciselées étaient admirablement proportionnées. La zone urbaine, elle, concentrait des édifices d'une qualité inégalée dans l'Empire. Tout ici n'était que pureté, harmonie, équilibre. D'après Bethany Turner, Machu Picchu n'était donc pas un simple lieu de villégiature. Cette cité représentait bien plus que cela pour son créateur, l'empereur Pachacutec. The fact that the Inca were bringing people from all over the empire to this one place, this perfect place, really represents in many ways this embodiment of an ideal, of the Inca ideal, and really helps us think about Machu Picchu not just as one of a few dozen royal estates or the biggest and best preserved of the royal estates. My research and the research of others has helped us think it could actually serve as a model city, a perfect microcosm of everything that the empire wanted to be.